Cela fait bientôt 30 ans que One Piece existe avec son lot de pirates et de marines emblématiques. Même si on s'attarde souvent sur les grandes puissances comme les capitaines d'équipage, les Yonko et les amiraux, d'autres comme les bras droits cristallisent aussi l'attention des fans. Personne ne peut passer à côté de Roronoa Zoro, dont la popularité ne cesse d'augmenter d'arc en arc. Entre son chara-design badass, sa puissance qui semble sans limite avec des scènes et des combats toujours plus épiques, qui ont bien sûr marqué les fans de One Piece. Mais un énorme débat a surgi depuis un moment sur les réseaux. Zoro est-il mal écrit et mal développé dans One Piece? Quel est son véritable rôle narratif? Pourquoi manque-t-il d'évolution et de profondeur émotionnelle comparé aux autres personnages? Et surtout, est-ce que Eiichiro Oda lui-même s'est foiré à son sujet? Tant de questions qui méritent qu'on y réponde pour savoir s'il est bien écrit ou pas, sans oublier que vos avis comptent évidemment dans les commentaires pour qu'on en débatte tous ensemble entre fans de One Piece. Surtout que beaucoup d'entre vous n'ont pas vraiment compris le rôle, l'archétype et l'objectif du personnage de Zoro. Vous aviez tous beaucoup apprécié la vidéo sur l'analyse de Sanji, du coup maintenant passons à un autre grand personnage et je vous laisserai bien sûr vous abonner et cocher la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos sur One Piece et d'autres mangas et animés. Et on est parti pour l'analyse de Zoro. Bien que Zoro soit considéré comme un personnage moins bien écrit et développé que plusieurs Mugiwara comme Sanji ou Robin et que d'autres persos importants de One Piece comme Law voire Kuma, lorsqu'on check les résultats des 7 premiers sondages de popularité du manga, qui vont quand même jusqu'à l'arc Whole Cake Island pour le moment, Zoro n'a absolument jamais quitté le top 3, avec toujours un écart de points énorme avec la concurrence. Alors première question, pourquoi un personnage qui n'est pas émotionnellement important ni développé sur beaucoup de points selon certains, attire-t-il autant les fans? Comment touche-t-il autant les lecteurs et les viewers? Qu'on l'aime ou pas, il ne laisse pas indifférent. Avec une personnalité orientée plutôt vers l'action, se montrant plus mature et sérieux que la plupart des membres de l'équipage, toujours à fond dans les combats avec des gros muscles, un chara-design de fou avec une cicatrice à l'œil depuis l'ellipse, un bandana pour dire qu'on arrête de déconner, et surtout un style unique à 3 sabres. Bah évidemment que ça laisse personne indifférent. Au-delà du côté physique et personnalité impactante, Zoro incarne tout ce qu'on aime dans un shonen. Ce n'est pas un personnage auquel on va s'identifier, mais qui va nous faire kiffer, comme un idéal à atteindre finalement. Quelqu'un qui t'en met plein la gueule avec des techniques toujours plus folles, une puissance qui augmente d'arc en arc avec son entraînement quotidien, qu'il est le seul à réaliser dans l'équipage t'as l'impression, et des victoires toujours plus épiques. Tous les seconds antagonistes sont pour lui, au point que parfois on le traite même de raciste parce qu'il tabasse toutes les personnes de couleur, comme par hasard. Zoro incarne le rock de l'équipage, celui qui montre le moins de sentiments en étant stoïque et sans compassion, même si bien sûr par moments ça peut lui arriver. Quelqu'un qui endure et qui n'hésitera jamais à passer à l'action, comme lors de son acte face à Kuma qui reste bien sûr dans les mémoires de tout le monde. Zoro représente le bras droit idéal, celui qui prouve une loyauté constante sans être soumis à son capitaine en étant capable de le remettre en question. Il est capable de le remettre à sa place pour qu'il prenne conscience de ses responsabilités de capitaine, comme le ferait finalement un véritable ami, tout en gardant quand même un respect de la hiérarchie et des décisions de Luffy. On l'avait vu face à la révolte d'Usopp ou lorsqu'il reprend plusieurs fois Luffy quand il s'emballe un peu trop. C'est celui qui montre à Luffy que par moments il faut se montrer froid, ferme et réaliste, quitte à prendre parfois des décisions difficiles, tout en ne mâchant pas ses mots. Son côté pragmatique correspond finalement à sa stabilité émotionnelle et à son sang-froid légendaire. Un véritable pilier essentiel à l'équipage des Mugiwara qui apporte un profil très complémentaire aux autres personnages plus fougueux ou expressifs comme Luffy, Usopp ou encore Sanji. Finalement, comme s'il agissait comme un contrepoids parfait au côté chaotique des Mugiwara, en assurant de la discipline dans les moments critiques. On le voit comme un loup solitaire, mais sa rivalité avec Sanji montre aussi son envie de tisser des liens et d'être intégré. Ses valeurs et principes moraux correspondent à l'art du Bushido, et donc des guerriers japonais comme les samouraïs, ce qui lui apporte tout de même une dimension d'écriture intéressante. Pour rappel, les 7 principes du Bushido sont la droiture, le courage, la bienveillance, la politesse, la sincérité, l'honneur, mais surtout la loyauté. Beaucoup de principes très humains à respecter qui sont paradoxales quand tu penses que Zoro de base est souvent comparé à un monstre dénué de sentiments, voire à un démon venu des enfers. Un démon qui ne sourit qu'en combat ou face à la mort elle-même. D'ailleurs, on peut noter que plus le manga avance et plus il est prêt à renoncer à son humanité, afin de devenir l'arme ultime prêt à tout sacrifier, même son propre rêve pour celui de Luffy. Et il ne faut pas oublier que le côté samouraï maudit mis en avant par Oda depuis le début du manga, comme lorsqu'il prend le pari de se couper le bras en se lançant une lame maudite sur lui-même, permet d'avoir quelqu'un qui possède une surconfiance en lui et capable de défier le destin jusqu'à pousser ses traits de personnalité à l'extrême. Le respect des valeurs du Bushido incarné par Zoro permet à Oda d'exprimer des points importants de l'histoire et de la culture japonaise à travers son personnage.
Même s'il est vrai qu'il adore souvent jouer avec son côté trop sérieux et de personnages limite adultes trop parfaits, en le tournant en ridicule avec un humour involontaire la plupart du temps, comme via les running gags, ses embrouilles avec Sanji, son légendaire sens de l'orientation, et d'autres conneries pouvant surprendre le lecteur, et donner une image plus humaine, voire moins parfaite, à son monstre de puissance. Un monstre de puissance justement qui tient bien son rôle, et de manière cohérente dans le manga. C'est quelqu'un qui transmet de la confiance au groupe par sa seule présence ou réuni avec le Monster Trio. La promesse faite à Luffy depuis sa défaite contre Mihawk agit comme un moteur dans ses combats. Celui qui veut devenir le meilleur épéiste du monde pour être digne d'accompagner le roi des pirates a vraiment accompli un énorme chemin depuis East Blue. Son rêve est simple et efficace, voire universel, et n'a pas besoin d'aller plus loin car il incarne déjà la quête de l'excellence en soi. C'est le symbole même de la constance et de la persévérance, en ayant une foi ultime en son capitaine, mais surtout en lui-même et les valeurs qu'il défend. Un code d'honneur qui revient aux valeurs du Bushido qu'on a évoqué un peu plus tôt. Surtout que ce rêve est galvanisé entre son objectif de vaincre Mihawk, un rival et ancien maître qui est considéré quand même comme le plus grand savoir de tous, et forcément pour atteindre son objectif, il devra le vaincre au bout d'un moment. Sans oublier la promesse et sa relation avec Kuina quand il était jeune, qui ont transformé cet héritage en un poids et surtout une force qu'il porte pour deux personnes jusqu'au sommet. L'enchaînement de ces victoires et sa facilité dans le nouveau monde après l'ellipse ont été beaucoup critiqués par les fans, car elles empêchent au public de voir les faiblesses ou les failles du personnage, et donc sa profondeur. Rendre trop parfait un personnage en fait limite une parodie de lui-même dans son rôle de protecteur et destructeur badass. Et en soi, vous n'avez pas tort, car il a clairement fait partie de ceux qui n'avaient jamais galéré avant Onigashima, comme si le nouveau monde c'était Disneyland, alors que ça prouvait simplement pour Oda qu'il faisait déjà partie des personnages les plus puissants du manga. Disons que cela pouvait apporter quand même du frisson au lecteur de voir des interventions ultra badass comme face à Monet sur Punk Hazard, ou encore face à Pika à Dressrosa avec une démesure de plus en plus aberrante dans ce qu'il peut couper, à quelle vitesse et à quelle puissance, et surtout sans transpirer. Sans oublier qu'il a été capable de détruire King et de blesser Kaido, tout en encaissant une double attaque de Yonko. D'où le fait que les gens pensaient qu'il était sans limite avec de telles capacités qui pourraient l'élever encore plus haut d'ici la fin du manga. La surpuissance, qui contraste totalement avec certains froussards de son équipage, permet de donner espoir au lecteur face à l'adversité, et de montrer aussi que l'équipage des Mugiwara possède des monstres et peut être vraiment digne d'être un futur équipage de Seigneur des Pirates. Mais parfois, c'est clairement too much, et là on est bien d'accord. En plus, lui aussi maîtrise le haki des rois, et avec la lame Enma, il est quasiment invincible, même s'il a eu du mal à la dompter. Il prouve encore sa capacité d'adaptation, de grand guerrier et de volonté exceptionnelle pour progresser constamment. Un travailleur acharné qui ne lâchera rien pour atteindre son objectif. Un personnage né pour le combat qui est destiné aussi à briller sur la plus grande des scènes. Bien qu'il fasse avant tout briller son capitaine comme on l'a déjà dit plus tôt, en étant un soutien indéfectible. Mais la seule question qu'on se pose au niveau de sa puissance, qui peut l'arrêter et jusqu'où pourra-t-il aller ? L'évolution de Zoro dans son écriture est très légère, sans prise de risque avec le même chemin tracé pré-ellipse comme très décevant post-ellipse. On pourrait même presque dire que son évolution dans son écriture est même trop légère, voire carrément inexistante, proche du néant en fait. C'est un des problèmes majeurs du personnage et du travail de Oda à son sujet. C'est un personnage qui ne change pas et ne changera pas dans sa mentalité et encore moins radicalement comme d'autres personnages. Zoro est capable de lui-même de se remettre en question et n'attend pas des éléments extérieurs à lui-même pour se poser les bonnes questions. Ce qui fait qu'il n'y aura pas d'événements particuliers qui vont provoquer un changement à son sujet. Quand il fait une erreur, il en est conscient et il travaille déjà dessus sans que forcément ce soit montré. Son passé tragique avec Kuina dans son enfance a déjà apporté ce moteur émotionnel très fort et ce changement en lui. Et comme vous l'avez constaté dans sa vie d'adolescent et de jeune adulte, il n'en revivra plus à partir de là. Comme si rien en fait ne pouvait ébranler sa volonté, sa carapace et encore moins son évolution. Ses larmes à sa défaite contre Mihawk n'en est pas un, mais juste un surplus de motivation supplémentaire sur le rêve et l'attitude qu'il s'était déjà promis de conserver toute sa vie et qu'il avait déjà forgé. Quand il va de lui-même demander à Mihawk de le prendre comme élève pour devenir plus fort, il met sa fierté de guerrier de côté, mais tout correspond en réalité au principe du Bushido, dont l'humilité de reconnaître sa faiblesse et de vouloir apprendre de quelqu'un d'autre. Car il veut progresser pour lui-même, mais aussi pour rejoindre Luffy qui est en difficulté. Savoir qu'on est faible, qu'on peut apprendre et qu'il existe plus fort que soi, c'est un des principes de base des arts martiaux et du combat. On est ici dans quelque chose de surprenant dans le récit car personne ne s'y attendait, mais ça reste cohérent. Bien qu'il ne semble pas avoir de profondeur émotionnelle qui peut aussi empêcher de comprendre encore plus le personnage et de le développer, la simple phrase « il ne s'est rien passé » quand Sanji lui demande ce que Kuma lui a fait endurer, prouve à elle seule la maturité du personnage. Elle prouve son sens de l'honneur et à quel point il comprend que pour protéger les autres, cela va passer par endurer le mal pour eux et omettre bien sûr certaines informations pour les protéger.
Les seules fois où Zoro est vraiment déstabilisé dans l'histoire, c'est lorsqu'il croise Tachigi, qui ressemble à Kuina évidemment, et apporte un running gag entre les deux personnages. Une incompréhension d'une part, mais aussi quelque chose de déstabilisant, même pour nous en fait. Voir ce grand gaillard qui ne se laisse jamais submerger par ses émotions, paniquer d'un seul coup pour quelque chose d'aussi futile bien que symbolique, ça fait toujours son petit effet lorsque tu lis ça ou que tu vois ça. Et ça permet un petit peu de le faire redescendre sur terre, de le rendre moins parfait et de se moquer de ses rares fails dans le manga. Des failles qui le rendent crédible comme lorsqu'il est têtu à ne pas vouloir soigner ses blessures ou en étant trop impulsif aussi. Le fait de découvrir Zoro et ses émotions avec parcimonie sur de simples détails subtils, c'est ça qui rend ces moments encore plus impactants, voire encore plus poignants, à l'instar par exemple d'un Levi Ackerman dans SNK. Il n'a pas besoin de pleurer ou de s'effondrer pour être humain, et encore moins complet à nos yeux. Oda nous fait comprendre avec lui qu'un personnage n'a pas besoin d'être ultra exagéré ou écrit, avec plusieurs couches d'écriture et de compréhension pour être intéressant. Comme chaque œuvre en général, chaque arc et personnage ont leur propre objectif et rôle dans une histoire, nécessitant plus ou moins de matière suivant les cas. Même si je le répète, son traitement depuis l'ellipse est quand même catastrophique. Mais l'énorme point noir de Zoro à mon sens, au-delà de l'écriture du personnage qui a son rôle clair et cohérent, de son émotivité réduite, de sa surpuissance et facilité aberrante, surtout son développement et ce qu'il implique en étant insuffisant, surtout depuis l'ellipse comme je le rappelle, où il aurait mérité un meilleur traitement et plus de travail à son sujet. On sera peut-être tous d'accord, mais ce n'est pas normal qu'un tel personnage n'ait pas eu son arc dédié tel un Sanji ou une Robin. Nami a eu un petit peu le sien avec Arlong Park, Chopper a eu le sien sur Drum, Brook a eu le sien avec Thriller Bark et c'est pas fini, et Franky malheureusement n'a pas été mis en avant plus que ça depuis Water 7, alors que de base l'arc Egghead aurait pu le mettre encore plus en avant. Zoro était destiné à briller sur Wano Kuni, à avoir vraiment tout un développement fait sur cette île et sur cet arc, pour qu'au final rien ne se passe. C'était même une immense déception à lire en tout cas, surtout pour les fans de Zoro. Au-delà de l'épée Enma et cet héritage, aucun lien n'a été défini dans le manga entre lui et les Shimotsuki. Il a fallu attendre les SBS de Oda et questions-réponses avec les fans pour avoir plus d'infos là-dedans au lieu de le savoir directement dans le manga et d'apporter un sens dans cette histoire. Je veux dire, on parle de Zoro là, on parle pas d'un pauvre personnage random dont on s'en fout. Des personnages random qui pour certains sont plus intéressants et développés que Zoro. Alors oui, One Piece c'est déjà très long et c'est compliqué de tout développer, t'as pas tout le temps et Oda bien sûr il est pas immortel. Il faut faire des choix énormes pour continuer d'avancer le manga, ne pas faire dans la redondance, être trop mou. Mais on parle du bras droit de l'équipage du futur Seigneur des Pirates, je le rappelle. Rajouter des infos sur son héritage, l'enjeu que ça représente, Ryuma et tout le lien qui aurait pu être fait avec Wano et Oden, ça aurait été magnifique. Il manquait que ça et malheureusement on l'a pas eu. Une déception aberrante quand même, bien que compréhensible. Mais quand tu compares avec Sanji, c'est quand même très difficile de ne pas souffler face à la comparaison et surtout face à aussi peu d'impact et de profondeur. Et autant de vide purement scénaristique autour d'un personnage ultra important. Surtout que les running gags au bout d'un moment sont toujours les mêmes sur 100 tomes et ça devient très très lourd. Si tu enlèves le flow de Zoro, bah finalement il lui reste peut-être plus grand chose post-ellipse. En tout cas, tout cela n'efface bien sûr pas le travail titanesque d'Oda sur son œuvre. Et même si c'est pas le meilleur mangaka du monde pour développer tous ces persos emblématiques, il apporte toujours quelque chose de solide, de cohérent et de fort. Zoro a son rôle de mec badass qu'il porte bien, et sa rigueur en fait un atout essentiel dans un équipage de pirates. Une figure porteuse d'histoire, de tradition et de puissance qui transmet énormément de valeurs auxquelles Oda de base ne voulait pas oublier dans son récit. Le personnage atteint tous ses objectifs d'écriture, même s'il n'est pas assez développé, il ne laisse personne indifférent et que ce soit pour le côté épique et divertissant que pour son sérieux, bah c'est bien là le principal, en tout cas pour Oda. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire quand même pour le référencement, abonnez-vous, cochez la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos, ciao les gars.